Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire mensuel organisé par Sofaxis, société du groupe Reliance. Vous êtes de plus en plus nombreux maintenant à nous retrouver tous les mois lors de cet événement mensuel et je vous en remercie vivement. Alors, je m'appelle Patrice Mathieu, je suis responsable du développement de l'offre RH chez Sofaxis, société du groupe Reliance, et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Reliance, Reliance est un groupe mutualiste européen spécialisé dans l'assurance et le management des risques, et Sofaxis est une des sociétés du groupe qui travaille plus particulièrement pour les acteurs territoriaux depuis maintenant 35 ans et qui intervient principalement dans le domaine de la protection sociale et des services en management des risques. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la santé mentale au travail dans le cadre de la semaine que vous connaissez tous, la semaine QVT, qualité de vie au travail, qui a pour thème cette année la quête de sens au travail. Mais quel lien entre travail et santé mentale? Comment la prévenir? Comment agir pour renforcer l'engagement et la mobilisation des professionnels? Autant de questions sur lesquelles nous allons essayer, avec nos experts du jour, d'apporter des éléments de réponse concrètes. Alors, pour m'accompagner sur ce webinaire, j'ai la joie d'accueillir Clément Duret. Bonjour Clément. Bonjour à tous. Bonjour Patrice. Que je remercie. Oui, bonjour Clément. Que je remercie vivement. Clément qui est médecin du travail, responsable du service des pathologies professionnelles de l'hôpital de Garches à l'AP-HP. Et Clément qui fait également partie du conseil scientifique de la société Olicaire, que l'on va découvrir également, qui propose une solution numérique pour accompagner le bien-être et la santé mentale des salariés. Parmi nous aujourd'hui également, Benoît Le Bourneau. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Benoît qui est justement cofondateur de cette société et qui est également ancien DRH du groupe Pfizer et qui nous apportera sa vision de la santé mentale au travail sous un angle plutôt RH. Et enfin, le troisième expert du jour, Grégory Garel. Bonjour Grégory. Bonjour à toutes et à tous. Grégory, qui est chef de projet en management des organisations et santé au travail au sein du groupe Reliance. Et Grégory, qui est également chargé d'enseignement en management de la santé et sécurité au travail à l'Université catholique de Lyon. Et auteur de plusieurs ouvrages, dont le prochain à paraître, petit teasing, au mois de septembre prochain, et qui s'intitule « Psychanalyse de l'épuisement professionnel » aux éditions L'Harmattan, si je ne me trompe pas, Grégory. C'est exact. Alors, qui dit webinaire dit quelques règles de fonctionnement que vous connaissez bien à connaître maintenant, puisque tous les mois, on se donne rendez-vous. Vous avez en bas à droite la possibilité de nous poser des questions. N'hésitez pas, vous avez un bouton spécial pour cela. Si certains d'entre vous rencontrent des problématiques d'ordre technique, vous pouvez vous exprimer directement sur le chat qui est juste à côté, un petit bouton, et interagir avec notre collègue Michael Boissonnet, que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui est derrière dans la technique et qui vous apportera tous les éléments de réponse. Enfin, avant de commencer, petit point également de précision, souvent on a ce genre de questions. On vous a bien évidemment préparé, comme d'habitude, un petit support qui sera disponible dans les prochains jours sous forme de newsletter que chacun de vous recevra par mail, où vous retrouverez le replay de ce webinaire, le support de présentation et toutes les réponses aux questions que vous nous aurez posées durant les 3 quarts d'heure que l'on va passer ensemble. Cela étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Au menu aujourd'hui, donc on va avoir, alors je passe le petit slide, on retrouve les participants et au menu aujourd'hui, on va avoir Clément Duret qui va nous faire découvrir plus en détail le sujet de la santé mentale au travail. Grégory viendra nous apporter son éclairage et son expertise dans une deuxième partie sur la nécessité d'aborder ce sujet de façon globale en intégrant à la fois l'approche collective et l'approche individuelle. Et enfin, Benoît nous fera découvrir une solution innovante d'e-santé permettant de détecter les signes avant-coureurs de la souffrance au travail, sujet d'actualité, et d'apporter des réponses concrètes et personnalisées. Alors, sans plus attendre,
Clément, pour commencer, est-ce que tu peux nous préciser le sujet de la santé mentale au travail? Est-ce que tu peux nous en parler plus et nous dire en fait pourquoi on s'intéresse à ce sujet aujourd'hui? Tout à fait. Merci Patrice pour l'introduction et bonjour à tous. Donc ensemble, on va vraiment aborder cette thématique de la santé mentale au travail, nous dont on a développé un petit peu la connaissance assez profonde dans le service par notre lien vraiment entre la médecine du travail, le monde du travail et les pathologies de la santé psychique, notamment l'épuisement professionnel qui est un cœur de cible aujourd'hui. Alors, santé mentale, de quoi parle-t-on? C'est important d'avoir vraiment en tête que c'est un état global, hein. La santé mentale, ça ne s'arrête pas juste à la présence ou à l'absence de symptômes. C'est vraiment la capacité de notre esprit à fonctionner à la fois sur des bases physiologiques, des bases comportementales, psychologiques, et à interagir avec notre environnement, qu'il soit extérieur ou notre environnement intérieur, de manière assez équilibrée et apaisée, pour faire simple. Donc, ça touche vraiment la globalité du fonctionnement d'une personne à l'intérieur d'elle-même, avec son entourage et évidemment avec son collectif de travail, mais aussi avec évidemment la vie personnelle. Donc c'est vraiment important d'avoir cette notion de principe de fonctionnement harmonieux, agréable et efficace au travail, c'est tel qu'on vous l'a écrit, mais c'est valable évidemment aussi pour la vie personnelle, hein. Il n'y a pas de barrière poreuse dans la santé mentale, avec une parfaite santé mentale dans la vie perso et une mauvaise santé mentale dans la vie professionnelle, les deux se répondant évidemment de manière assez symétrique. On peut avoir leurs ressources et nos équilibres sont liés, eux, différemment entre notre vie personnelle et vie professionnelle, et ça, je vous en reparle tout de suite, puisque l'équilibre général, hein, c'est vraiment important de retenir cette notion d'équilibre et de balance entre des facteurs contraignants pour notre santé mentale, on va appeler ça donc des contraintes, qui vont consommer des ressources psychiques dans notre réservoir psychique, qui est un réservoir unique, hein, à la fin de la journée, entre les deux pôles, ou un équilibre donc avec des facteurs contraintes et des facteurs ressources, des facteurs qui vont alimenter ce réservoir. L'objectif, comme une voiture, étant de ne jamais finir sur la réservoir en cale sèche et de toujours maintenir un niveau de réservoir, si possible, plein, ou tout du moins dans une cinétique qui ne soit pas celle d'une descente progressive et continue. Donc cette notion d'équilibre général est vraiment très importante à avoir en tête. Et c'est vraiment important de savoir que c'est influencé par de multiples facteurs. Des facteurs peuvent être à la fois positifs ou négatifs sur ce réservoir en fonction de leur intensité, par exemple, comme les questions organisationnelles, la question de la charge de travail, par exemple, hein, c'est un très bon exemple, où on va voir qu'une surcharge de travail, ça consomme de l'énergie, mais une absence de travail, ça va entraîner vers des circonstances qu'on peut appeler bore-out, par exemple, qui sont tout aussi délétères pour la santé mentale. Donc c'est vraiment une question d'équilibre sur de multiples paramètres de travail ou de vie personnelle, avec les questions d'organisation évidemment. L'environnement social est très important, vous le savez, dans des collectifs de travail, par exemple, qui sont dégradés en termes de relations sociales. Toute l'activité en elle-même intéressait beaucoup les gens, mais un collectif qui ne va pas bien, avec des nombreux conflits, ça va entraîner une dégradation de la santé mentale, d'ailleurs assez générale dans ces cas-là. Et évidemment, ça vient réagir avec les caractéristiques individuelles. Ça, c'est très important de savoir qu'il n'y a pas une règle générale qui permet de dire tel paramètre à telle intensité égale dégradation ou maintien de la santé mentale. Chaque personne, de par sa personnalité, de par ses valeurs, de par son mode de fonctionnement, va interagir différentiellement avec des conditions de travail. Ça, c'est très important et vous l'avez sûrement perçu au quotidien dans votre vie professionnelle jusqu'ici. Deux personnes peuvent avoir le même poste de travail stricto sensus, vraiment identique sur toutes les missions. Une va s'épanouir, l'autre va trouver ça peu intéressant, voire même déstabilisant. Et ça vient vraiment de cette interaction avec l'individualité. Et donc, on a parlé d'équilibre, on a parlé de plateau avec ses différentes balances, les zones d'influence, et donc forcément à la fin, on va avoir une expression de notre niveau de santé mentale, si on peut dire. Et donc ça va être l'expression par des symptômes. Ces symptômes, ils peuvent être variés, on va en parler juste après, dont l'un des plus caractéristiques en ce moment et qui est très discuté, et c'est une bonne chose pour pouvoir améliorer les choses, c'est vraiment la question de l'épuisement professionnel, qui est devenu emblématique, hein, aujourd'hui. Alors on entend souvent parler de burn-out, donc l'équivalent anglophone, même si il y a un petit côté un petit peu galvaudé parfois du burn-out, où vous allez entendre tout le monde parler de ça, alors que c'est pas forcément toujours vraiment la définition stricto sensu du burn-out qu'on aimerait mettre derrière. Et pour autant, c'est un phénomène de société qu'il faut vraiment suivre, puisque l'altération de la santé mentale aujourd'hui est devenue un objectif prioritaire, hein. C'est un des objectifs prioritaires de l'OMS à l'échelle du monde entier.
Et c'est un objectif évidemment dans toutes les organisations pour maintenir la santé collective et aussi donc les résultats collectifs. Quelques petits chiffres, hein, mais juste pour retenir un peu les ordres de grandeur, hein, vous voyez, 64% des Français ont dit ressentir un trouble ou une souffrance psychique, hein, dans les mois passés lors de l'enquête. 44% ont mentionné une détresse psychologique. On peut rajouter aussi un chiffre qui est important parce qu'il est parlant. Il y a un risque de faire une dépression sur une vie, hein, donc c'est-à-dire de l'adolescence jusqu'au grand âge, qui est de 20%. Une personne sur 5 sera concernée au cours de sa vie par un épisode dépressif. Ça peut être réactionnel au travail ou à d'autres événements évidemment, mais en tout cas, vous voyez, c'est très prégnant, hein, quand on parle de collectif de travail. Si vous êtes dans une structure qui va compter une centaine de personnes, il y en a à peu près 50 qui, à un moment ou à un autre, vont avoir ressenti une détresse psychologique ou des difficultés, et une vingtaine qui va avoir été concernée au cours de sa vie par une dépression. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très courant et qui n'était pas assez connu et reconnu jusqu'ici. Et les choses sont en train de changer et c'est très bien. Et c'est aussi l'objet de ces journées de QVT pour avoir vraiment ça en tête. Version employeur, c'est important et on va en discuter. Le coût tel qu'il a été évalué, alors évidemment c'est une estimation, hein, c'est vraiment dans les grandes lignes, mais pour autant c'est un coût très élevé de 3 500 € par personne identifiée comme en situation de mal-être. Alors mal-être, ça peut aller d'une chose modérée à une chose très intense et un état de maladie, mais bon, vous voyez que sur ces estimations-là qui sont faites, on est sur quelque chose de très important. Parce que si on dit 50% de l'effectif est potentiellement en mal-être, multiplié par 3 500 €, ça fait des conséquences générales très importantes. Donc, les signaux, c'est très important. On a parlé un peu de symptômes. C'est important de savoir que la santé mentale va s'exprimer à travers l'individu sur un certain nombre de signaux, qu'on peut commencer par les signaux individuels, hein, donc la deuxième partie de la diapositive, avec des symptômes physiques qui vont être des douleurs, souvent des douleurs un peu diffuses, douleurs dans le cou, le dos, dans les articulations, alors que pour autant on ne fait pas un métier spécialement manuel ou exposant à des tâches physiques. Ça peut être des douleurs, des maux de tête un peu irréguliers, euh, des douleurs abdominales diffuses. Voilà, on peut avoir plein de signes physiques qui sont dits aspécifiques parce qu'ils ne relèvent pas d'une seule maladie derrière, mais de beaucoup de possibles. Des signes cognitifs, hein, donc le cognitif, c'est le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement des capacités cérébrales. Et là, on va avoir aussi des signes importants. Ça va être notamment la question de la concentration, de la mémorisation, le- pardon. Donc l'interaction avec les autres. On va avoir vraiment tout ce qui va être le fonctionnement psychique général, la notion, le sentiment d'être dépassé dans nos fonctions alors que précédemment on les tenait très bien, de ne plus pouvoir suivre, de ne pas savoir s'organiser. Tout ça, ça va être des signes cognitifs importants. Et le cran d'après, évidemment, c'est les troubles psychiques qui sont aussi d'autres symptômes qui vont s'accompagner de, par exemple, manque de plaisir, manque de projection, difficulté à enclencher les choses, le manque d'envie, le manque de lien finalement avec tout notre environnement et l'envie de se replier sur soi. Ça, ce sont des signes psychiques d'une souffrance qui devient quand même de plus en plus importante et qui peut aller vers des syndromes caractérisés comme une dépression, on en parlait, des syndromes dépressifs, des syndromes pardon, anxio-dépressifs, des anxiétés vraies, des épuisements professionnels et du burn-out. Et donc tous ces signaux vont entraîner aussi des modifications comportementales et ça c'est très important. L'individu va changer de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il va agir différemment avec son environnement. Par exemple, il peut commencer à se replier alors que précédemment il était très actif au sein du collectif de travail. Il peut commencer à être en retard, absent, alors que ce n'était pas du tout dans ses habitudes, voire négatif ou même opposant dans les circonstances de travail, alors que précédemment il était plutôt dans la collaboration et dans comment dire, la proposition de solution. Donc voilà, tout ça, ça peut être des signaux d'une atteinte de la santé psychique qui commence, voire qui est avancée. Évidemment, si vous avez un individu touché, voire plusieurs, ça va avoir des forts impacts sur le collectif, avec une question d'absentéisme, je vous l'ai dit, ou de retard important, une baisse de la qualité du travail, ça c'est très important, c'est un signal indirect, mais qu'il faut prendre en considération. Un individu ou un collectif qui délivrait un travail qui est évalué à une qualité X, et puis sur les années, on se rend compte que la qualité diminue, voire qu'il y a même des problèmes de compatibilité, d'erreurs importantes, voire de ce qui paraît être des sabotages, c'est vraiment un signe collectif que la santé mentale globale dans l'unité ou dans le service se dégrade. Et évidemment, on a la question du turnover et des démissions. Ça, c'est un signal classique dans les ressources humaines qu'on observe, évidemment, qu'on surveille, puisque c'est un signal de
finalement d'insatisfaction dans le collectif de travail et qu'il faut creuser évidemment la raison pour savoir si c'est des choses très personnelles ou plutôt justement des choses organisationnelles. La santé mentale, on en a parlé, c'est vraiment une globalité et c'est vraiment clé, hein, d'avoir en tête cette notion globale avec de multiples paramètres et il va falloir essayer d'aller attaquer tous les paramètres ou au moins une bonne partie, plutôt que de se dire: «J'ai une solution générale, une baguette magique, je suis en santé, je suis pas en santé». Là, c'est vraiment, heu, l'intérêt, c'est de savoir que tout le collectif est concerné, l'individu lui-même évidemment à son échelle et toute l'entreprise. Donc on a parlé du turnover, ça c'est clé. Les managers eux-mêmes qui peuvent être démunis, parce que le manager n'est pas psychologue et c'est pas son rôle. L'idée est évidemment d'être positif et bienveillant dans l'équipe, mais pas de prendre en charge quelqu'un qui peut en altération de sa santé mentale et les collaborateurs eux-mêmes, parfois, sont en situation d'épuisement, un manager qui est un petit peu démuni et on a une situation qui malheureusement n'évolue pas, n'avance pas et va jusqu'à la cassure qui est souvent l'arrêt de maladie. L'absentéisme avec le coût que ça peut avoir sur le collectif, à la fois le coût financier, on en a parlé, mais évidemment sur le coût sur les tâches de travail. La plupart de tous les métiers, qui existent sont interconnectés, on est dans une chaîne. S'il y a un maillon de la chaîne qui saute, il y a souvent des maillons un peu de remplacement, mais pour autant, ça va perturber évidemment l'exercice du travail en général et donc l'activité finale, qui est celle de votre entreprise ou de votre collectivité. La baisse de la performance collective, bah, c'est un peu cette conséquence-là et évidemment, ça commence par une baisse individuelle pour la personne touchée, mais finalement, vous voyez, ça peut s'étendre à tout un collectif et on a tout un service avec, 10, 20, 30, 40 personnes qui finalement fonctionnent moins bien sur une base de santé mentale altérée et parfois en lien avec des risques psychosociaux qu'il faut absolument aller creuser. Et pour finir, ça c'est plutôt le volet RH, pour les entreprises, mais effectivement, il y a désormais en plus des obligations légales d'explorer la question des risques psychosociaux, de la santé mentale au travail, à la fois dans leur analyse, hein, notamment dans le document unique, d'évaluation des risques et à la fois dans les plans d'action et dans leur prise en charge. Alors évidemment, c'est pas une prise en charge médicale, on ne va pas faire des groupes de psychologues au travail centrés là-dessus pour autant. Je vous l'ai dit, il y a des paramètres du travail qui vont influencer la santé mentale des travailleurs et donc c'est très important d'aller questionner ces paramètres. La charge, la clarté des procédures, la clarté des rôles, qui fait quoi, comment, quand. Tout ça, ce qui paraît être évident sur le papier, est souvent, très souvent, pas forcément bien défini et pourvoyeur de souffrance. Voilà, je vous ai fait un panel assez général là, mais quand même avec des points de détail qui est très important d'avoir en tête dans l'exercice général de nos métiers, quels qu'ils soient, et savoir qu'on est en interaction permanente, soi-même et les autres, entre nos valeurs, notre mode de fonctionnement, notre personnalité, l'environnement de travail et donc notre santé à la fin individuelle et la santé collective. Merci Clément pour cette intervention qui nous montre bien quand même les impacts, hein, on en était tous convaincus, mais de la santé mentale au travail sur justement les hommes et les organisations. Et du coup, la transition toute faite pour Grégory, à partir de ce constat-là hein, important aujourd'hui, comment Sophaxis se positionne comme manager de risque face à ce sujet? Est-ce que tu peux nous en dire davantage et notamment nous dire un petit peu comment on peut aborder en tant qu'employeur ce sujet de manière efficace? Très bien, merci pour ce relais de prise de parole. Alors moi, je vais vous parler effectivement de la première partie de la réponse possible qu'on va vous présenter tout au long de ce webinaire. La première partie de la réponse qui en constitue aussi l'ossature, la colonne vertébrale, c'est l'approche collective, qui est évidemment une nécessité imposée aussi par les principes en matière de prévention des risques professionnels et d'obligations de l'employeur. Alors cette approche collective, si on avance un petit peu sur ce thème, eh bien, en matière de santé mentale au travail, il s'agit de regarder deux choses majeures qui sont les ressources et pratiques organisationnelles et une approche collective qui favorise d'autre part des déterminants clés aussi de la motivation au travail. Alors, si je détaille un petit peu ces deux éléments,
quand on parle de ressources organisationnelles, on a identifié et on identifie aujourd'hui de manière précise des ressources qui sont là pour renforcer la santé psychologique au travail. On parlait tout à l'heure de ressources, de l'équilibre entre les contraintes et les ressources, qui sont effectivement les deux piliers de cette architecture. Quand on parle de ressources organisationnelles, on va parler de ressources organisationnelles, humaines, techniques, managériales, qui ont une action sur notamment la prévention du phénomène d'épuisement et d'usure au travail. Et bien sûr, une action aussi sur la prévention de la démotivation. Mais si on va un petit peu plus loin et qu'on regarde ces ressources organisationnelles avec plus d'attention, on va s'attarder de manière très précise, on va s'attarder sur ce qu'on dénomme aujourd'hui comme étant des pratiques organisationnelles qui sont appelées aussi des pratiques organisationnelles vertueuses et qui sont estimées aujourd'hui par la littérature scientifique comme prédictives quand elles sont bien traitées, si je puis dire, quand elles sont bien conçues et bien traitées, prédictives d'une bonne qualité de vie au travail et donc de bonnes conditions de travail parce qu'elles agissent de manière centrale sur un grand nombre de déterminants qui influencent évidemment la santé mentale au travail, la capacité à se développer professionnellement, la capacité à faire un travail de qualité et donc à pouvoir en tirer satisfaction, une satisfaction au travail qui se retrouve aussi dans la capacité d'être autonome et de pouvoir agir sur son travail pour faire un travail de qualité. Alors, on ne perd pas de vue à cette occasion que, comme on est à la semaine de la qualité de vie au travail, il n'y a pas de qualité de vie au travail sans qualité du travail. Hein. Ce n'est que ça et c'est tout ça en même temps, la qualité de vie au travail. Donc, c'est important de bien le recentrer. Et puis, ça a aussi un impact sur ce qu'on appelle les comportements de citoyenneté organisationnelle, c'est-à-dire les comportements qui sont générés par une organisation favorable et qui permettent aux collaborateurs d'aller plus loin que la prescription qui leur est définie par la tâche de travail et qui leur donne la possibilité et l'envie d'en faire plus en matière d'engagement au travail et de pouvoir répondre aussi peut-être au-delà de la simple prescription de la tâche. Donc c'est tout cela que ces pratiques organisationnelles prédictives permettent d'influencer au quotidien. Et pour terminer sur cette démarche collective, cette approche collective, eh bien, on va aussi être attentif à ces pratiques organisationnelles. Hein. On en citera quelques-unes tout à l'heure, justement, puisqu'elle renvoie à l'idée d'un référentiel autour de la QVCT, justement des bonnes pratiques en QVCT. Cette approche collective, elle va favoriser des déterminants clés de la motivation, hein, de l'autodétermination au travail, si je puis dire, à travers le sentiment d'affiliation, c'est-à-dire le sentiment de faire partie d'un collectif de pairs qui partagent une même valeur et une même vision de la qualité du travail. La possibilité de développer, comme je le disais déjà tout à l'heure, ses compétences, c'est d'être dans un environnement aussi apprenant et donc favorable au développement de la personne, donc influençant positivement la santé mentale au travail. Et puis, une approche collective qui permette aussi de favoriser l'autonomie dans le travail, ce qui va de pair avec les deux précédents éléments. Alors, une fois qu'on a posé un petit peu le cadre, dans la démarche qu'on propose, on propose tout d'abord de regarder de manière plus attentive, enfin d'adopter, si je puis dire, plutôt un point de vue un peu macro sur l'organisation du travail. Alors, c'est l'idée d'avoir un outil et une approche qui rendent possible cette vision très globale. Et on a choisi d'entrer et d'évaluer cette qualité, cette dimension collective justement de la qualité de vie au travail à travers la notion de climat de sécurité psychosociale, hein, qui est aujourd'hui un concept de plus en plus répandu dans le domaine des sciences du travail et de la qualité de vie au travail. Le climat de sécurité psychosociale, c'est une notion qui nous vient d'Australie, hein, depuis une dizaine d'années maintenant, et qui se définit comme étant l'ensemble des perceptions au sujet des politiques, pratiques et procédures pour la protection de la santé et de la sécurité psychologique des travailleurs. Plus précisément, quand on parle du climat de sécurité psychosociale, on va s'intéresser à 4 dimensions. Donc, c'est à la fois peu et beaucoup. 4 dimensions qui sont scientifiquement démontrées comme englobant la plupart des facteurs positifs en matière de qualité de vie et de bonne qualité de vie et des conditions de travail, et donc de bonne santé mentale au travail. On va regarder ce que fait une organisation en matière d'engagement de sa gouvernance en matière de politique de prévention et de santé psychologique au travail.
On va interroger l'organisation aussi sur la manière dont elle positionne la priorité accordée par l'encadrement sur la santé psychologique au travail, dans une forme d'équilibre entre, d'un côté, les exigences de productivité, de performance, et de l'autre, les exigences en matière de santé psychologique. Donc, on va regarder ce qui est fait dans cette logique d'équilibre entre les deux. On va s'intéresser aussi à la communication dite ascendante, c'est-à-dire la manière dont une organisation prend en compte les remontées du terrain et les propositions des professionnels pour l'amélioration de la prévention de la santé psychologique au travail. Et on va regarder enfin ce qu'une organisation propose en matière de résolution collective, participative, de toutes et tous, de toutes les parties prenantes autour des questions de prévention et de santé psychologique au travail. On va regarder ces 4 piliers qui constituent ce qu'on appelle le climat de sécurité psychosociale, qui, quand il est favorable, est largement prédictif d'un bon équilibre de la santé mentale au travail et donc de bonnes conditions de travail. Pour faire cette évaluation du climat de sécurité, psychosociale, qui est considéré aujourd'hui par les spécialistes comme la cause des causes, qui donne vraiment cet avantage d'avoir une vision très macro de l'organisation, eh bien, on va mobiliser un outil qu'on appelle le PSC12 et qui permet de regarder en 12 items, donc c'est un outil très simple d'utilisation. Il va permettre de poser une première évaluation à travers ces 12 items sur la qualité du climat de sécurité psychosociale d'une organisation, d'une entreprise, d'une institution. Alors évidemment, s'intéresser au climat de sécurité psychosociale et le prendre au sérieux, ça permet de montrer le niveau d'engagement qu'a une institution par rapport à ce sujet important qu'est la santé psychologique au travail des collaborateurs. Et ça envoie un signal favorable aussi aux uns et aux autres pour montrer que, évidemment, il n'y a pas de performance d'une organisation sans bonne santé de celles et ceux qui s'y trouvent et qui font le travail au quotidien. Donc c'est un signal au-delà de l'intérêt scientifique, c'est aussi un signal positif envoyé. Je dirais pour terminer sur cette partie qui concerne la dimension collective, c'est important de regarder avec attention cette dimension-là parce que, évidemment, il y a un enjeu, vous l'avez compris, qui est un enjeu organisationnel en matière d'équilibre santé-performance. Il y a un enjeu humain, évidemment, incontestablement, mais il y a aussi aujourd'hui de plus en plus un enjeu juridique qui renvoie aussi à la maîtrise du risque juridique de plus en plus prégnant, on va dire, et qui renvoie à une préoccupation sociétale nouvelle, qui est la recrudescence des lésions psychiques reconnues comme accidents du travail ou maladies professionnelles. Aujourd'hui, on a ce constat, notamment par la jurisprudence, d'un nombre de plus en plus important et significatif de lésions dites psychiques, qui sont reconnues comme accidents du travail en particulier, et qui, effectivement, à l'instar d'autres types de lésions plus communes, physiques notamment, vont renvoyer effectivement à une analyse nécessaire des facteurs organisationnels qui sont en cause et donc vont renvoyer à la responsabilité de l'employeur. C'est l'occasion de faire un rappel, puisque souvent c'est une notion qui peut être un petit peu galvaudée ou difficile à appréhender du moins, c'est que toute démonstration, même partielle, du lien entre un événement qui est considéré donc comme déclencheur d'une lésion psychique, ça peut être un stress post-traumatique, un épuisement professionnel, une dépression dite réactionnelle jusqu'à la tentative de suicide dans les cas malheureusement les plus graves. Cette démonstration même partielle du lien entre un événement considéré comme déclencheur au niveau de l'organisation et la lésion en question suffit à qualifier un accident du travail. Et j'insisterai sur le fait que ça suffit à le qualifier indépendamment de tout état psychique antérieur de l'agent ou du salarié, du collaborateur. C'est important de le garder en perspective, parce que ça peut souvent être un écueil qu'on rencontre ou un contre-argument qu'on rencontre. L'argument de la fragilité antérieure n'est pas valide dans ce type de situation. Donc il y a un vrai enjeu à maîtriser aussi ce risque, ce qui est aussi un risque juridique pour toute institution. Et sans entrer dans le détail, effectivement, on a aujourd'hui une littérature assez abondante, de plus en plus abondante en matière de jurisprudence, permettant de bien illustrer ce qu'on entend par lésion psychique reconnue, particulièrement comme accident du travail, et un petit peu moins fréquemment, mais tout de même en légère croissance, en maladie professionnelle. État anxio-dépressif consécutif à un traumatisme sur le lieu de travail, suicide précédé d'un burn-out, dépression réactionnelle. Donc, on est à la croisée d'un grand nombre d'enjeux qui nécessitent d'agir. En tous les cas, c'est la conclusion que je pourrais poser à ma partie. Donc, ça, c'est la première partie de la réponse.
Et en conclusion, je dirais qu'agir sur la santé mentale au travail, ça va rester là aussi une brique de votre démarche qualité de vie et des conditions de travail. Ça renvoie à plusieurs thématiques de notre référentiel QVCT. Je vous en laisse découvrir au moins 3 des 10 piliers qui le constituent. Ça renvoie à une préoccupation autour du développement des pratiques managériales, c'est-à-dire un management du travail qui intègre cette notion de performance globale, qui soit à l'équilibre entre les objectifs de production, de productivité et les objectifs de bonne santé des collaborateurs. C'est agir sur la prévention de l'usure professionnelle et donc de la désinsertion professionnelle. Et puis, c'est agir évidemment sur la prévention des risques professionnels et psychosociaux. Donc, cela s'insère complètement comme une brique majeure de votre démarche qualité de vie et des conditions de travail. Alors ça, c'est la première partie de la réponse collective, mais on a une seconde partie qui vient s'articuler à cette première partie. Et là, je vais laisser Patrice faire la transition et puis Benoît nous exposer cette deuxième partie de l'approche. Merci beaucoup, Grégory. Alors, juste une petite aparté, vous êtes nombreux à poser des questions, donc on prendra un petit temps juste à la fin, dans les 5 dernières minutes pour essayer de répondre à un maximum de questions. N'hésitez pas. De toute façon, encore une fois, vous serez destinataire d'un mail où il y aura toutes nos réponses à vos questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors justement, Benoît, toi, comment tu vois cette approche? Parce que tu as créé la société Polycare et c'est une société qui propose, j'ai cru comprendre, une solution innovante en e-santé et qui permet de détecter justement les signes avant-coureurs de la souffrance au travail. Comment on peut s'y prendre concrètement pour essayer de détecter ce type de cas? Alors tout à fait, merci Patrice pour cette transition. D'une part, lié à mon expérience de DRH, j'ai toujours été confronté à des situations de souffrance au travail pour lesquelles la prise en charge était plutôt mal orientée et le retour à l'emploi difficile pour les collaborateurs. Donc nous avons conçu une solution qui a pour vocation en fait, d'accompagner donc, le bien-être et la santé mentale des salariés en entreprise, mais aussi dans les collectivités locales. C'est une démarche holistique fondée sur des méthodes médicales et scientifiques, toutes validées par notre conseil scientifique. Alors, pour vous donner un peu plus de perspective sur le conseil scientifique, donc on s'est entouré d'experts, et notamment donc, un médecin psychiatre spécialiste en addictologie, mais aussi d'une psychologue clinicienne, d'un directeur de recherche fondamentale qui aujourd'hui est à l'Institut du cerveau et à l'INSERM et qui nous accompagne sur une meilleure compréhension des biais cognitifs autour de la souffrance au travail et plus particulièrement autour de l'épuisement professionnel, et donc du docteur Clément Duré qui a une double compétence puisqu'il est à la fois donc, médecin du travail dans une structure du CAC 40, mais aussi chef de service des pathologies professionnelles. Alors pour vous dire tout cela, c'est que on met à disposition, je dirais, une solution globale et personnalisée qui a pour vocation, je dirais, à gérer au mieux, je dirais, le risque en intégrant, je dirais, 3 paramètres, c'est l'analyse, l'anticipation et la réaction. Avec un objectif important, c'est d'y apporter, bien évidemment, des réponses individuelles et collectives. Alors, comment ça marche? On met à disposition, donc, à l'ensemble des agents ou, je dirais, des salariés, donc un questionnaire global qui a pour vocation à la fois de mesurer, je dirais, le baromètre du climat de sécurité psychosociale. Et donc, Grégory en a parlé donc, longuement tout à l'heure, mais qui a pour vocation, je dirais, à évaluer ce baromètre au niveau collectif, au niveau, je dirais, organisationnel, centré sur 4 dimensions. C'est l'engagement, je dirais, de la gouvernance, en fait, en soi, donc la direction et l'encadrement. C'est aussi donc déterminer, je dirais, les priorités qui sont déterminées et définies par l'encadrement. Comment donc les actions sont comprises ou entendues par l'ensemble des agents ou des salariés au sein de l'organisation et comment on arrive à résoudre effectivement des problèmes. Donc là, cette évaluation a pour vocation effectivement à comprendre comment fonctionne, je dirais, l'impact de la santé mentale au sein de l'organisation et comment, en fait, on peut mieux optimiser, je dirais,
le plan d'action, et pour cela, vous êtes accompagné par des consultants experts. Donc là, on est sur l'approche collective, et là, si on revient sur l'approche, je dirais, individuelle, donc on a conçu un modèle qui comporte aujourd'hui 64 questions. Ce sont des questionnaires qui sont validés scientifiquement et internationalement, et qui ont pour vocation, effectivement, à mesurer, je dirais, le poids de la charge mentale de chacun des salariés au sein de l'organisation, sachant qu'il faut moins de 7 minutes pour compléter cette auto-évaluation. Donc, on l'a construit sur le cadre du sceau de la confidentialité, de l'anonymat garanti, et donc les résultats sont immédiats et permettent de dégager, je dirais, 7 profils types, des profils, je dirais, préventifs et curatifs. Alors, pour ce faire, et pour montrer effectivement tout ce caractère, je dirais, scientifique et médical, donc on a pu mener une étude auprès d'une centaine de patients. Donc, on s'est appuyé sur des experts, notamment des psychiatres, mais aussi des psychologues cliniciens, mais également auprès du service des pathologies professionnelles. Et donc, l'auto-évaluation, donc basée sur le ressenti du salarié, corrèle à hauteur de plus de 95% par rapport au diagnostic clinique du praticien. Donc, on a réellement cette capacité, et je dirais c'est une réponse, je dirais, aux besoins des DRH ou aux médecins du travail, de pouvoir détecter les signaux faibles de la souffrance au travail. On a abordé, je dirais, la notion d'analyse qui est extrêmement, je dirais, importante et qui aussi complète, je dirais, le dispositif de l'obligation, et notamment, je pense, au DUR. Maintenant, c'est face à cette situation, c'est comment on arrive à anticiper donc, ces événements. Et bien là, on met à disposition des programmes d'éducation préventifs digitaux. Ils ont vocation à être thérapeutiques et peuvent aller aussi jusqu'à la certification. À titre d'exemple, un agent s'est auto-évalué, donc à la fois sur les contraintes, mais aussi sur ses ressources. Et si on se focalise, par exemple, sur les contraintes, le résultat qui en ressort, donc par exemple, les résultats associés au stress sont extrêmement, je dirais, décevants, voire même inquiétants. Et bien dans ce cadre-là, on pousse et on oriente effectivement le salarié vers un programme spécifique sur le stress, où il va pouvoir visualiser une vidéo qui lui permet de mieux comprendre ce qu'est le stress, et dans quelles sont les conditions sur lesquelles il se retrouve, pourquoi il est stressé. Par la suite, on lui envoie donc des outils qui lui permettent, je dirais, de minimiser, je dirais, l'impact du stress, mais aussi des mises en situation. Et à l'issue de cette vidéo, on pousse une vidéo de synthèse qui lui permet d'aller jusqu'à la certification. Alors, pourquoi on a construit ce modèle-là? C'est lié aussi, d'une part, par mon expérience, puisque on s'est beaucoup focalisé, je dirais, sur l'expérience utilisateur, c'est l'expérience de l'agent ou du manager. Ce dont il manquait cruellement, c'est à la fois des outils et des mises en situation, je dirais, pour corriger je dirais, ces troubles psychologiques. Alors, en même temps, au-delà de l'accès à des programmes préventifs digitaux thérapeutiques, c'est que l'on mettra à disposition également du contenu autour, je dirais, des modes de vie, sur le sommeil, sur l'alimentation, mais également du contenu spécifique sur les compétences souples et dures. Et quand je parle de ça, je pense notamment à comment mieux déléguer, comment mieux gérer son temps, comment être plus autonome. Donc là, l'objectif étant de pouvoir y apporter des queen auprès de l'ensemble de l'organisation. Alors, on s'est focalisé donc sur, je dirais, sur les profils dits préventifs à risque faible et modéré qui font partie de ces 7 profils, mais malheureusement, c'est que parfois, on peut être aussi faire face à des situations, je dirais, qui sont beaucoup plus critiques, et notamment à des collaborateurs dont l'érosion psychologique est bien entamée, reste quand même malgré tout hâtif au sein dans l'organisation, mais aussi face à ces situations où on se retrouve avec des salariés en situation, je dirais, d'arrêt longue maladie. Et bien dans ce cadre-là, nous orientons le salarié vers une prise en charge à travers un parcours de soins
téléconsultation, c'est-à-dire que le salarié va pouvoir donc co-construire donc son parcours avec une compétence importante qui est le coordinateur santé, donc qui est une infirmière, donc diplômée d'État, qui a cette compétence de pouvoir, je dirais, créer cette relation de confiance avec le salarié et de le suivre, je dirais, dans le temps à travers ce parcours de soins. À noter que, en fonction, je dirais, de la gravité de votre profil, eh bien, la durée de la prise en charge peut osciller entre 3 et 9 mois. Alors, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que le salarié va pouvoir interagir avec un premier cercle, donc c'est le cercle des professionnels de santé, où il va effectivement exprimer son mal-être auprès du coordinateur santé, mais aussi il va pouvoir interagir soit avec le psychologue et avec le psychiatre en fonction de sa gravité. Mais en même temps, ça ne se suffit pas pour, je dirais, accélérer son amélioration en termes de santé mentale. Donc, il va pouvoir aussi bénéficier de ce qu'on appelle de soins de support, où il va pouvoir faire de l'activité physique, je dirais, adaptée avec un enseignant APA, mais aussi en fonction, je dirais, de ses contraintes, interagir aussi avec une assistante sociale et un diététicien ou une diététicienne pour, je dirais, optimiser son alimentation. Et enfin, il pourra aussi bénéficier, je dirais, d'activités bien-être qui constituent, je dirais, le troisième cercle. Et bien là, il pourra choisir une activité parmi le yoga, et, la méditation et la sophrologie. Pour vous donner donc un ordre d'idée, donc on a déjà suivi donc, nos premiers patients depuis le 1er novembre dernier dans le cadre de cette prise en charge, je dirais, individuelle et personnalisée à travers le parcours de soins. Donc, on a des retours extrêmement, je dirais, bénéfiques de la part de ces salariés, ou dans le sens où on a cette capacité, effectivement, à mesurer dans le temps la progression de la prise en charge. Et le retour de satisfaction de ces mêmes salariés est extrêmement satisfaisant. Et ce qui permet, je dirais, d'optimiser le retour à l'emploi pour ces mêmes salariés. À cela, je dirais aussi, pour vous donner un peu de perspective, et notamment, encore une fois, sur le caractère scientifique et médical, c'est que nous allons mener donc, une étude épidémiologique auprès de 3100 salariés qui aura pour vocation, effectivement, de mesurer le taux de réponse à travers l'auto-évaluation, aussi le taux d'attrition et aussi la qualité du service médical rendu de la prise en charge. Mais ce n'est pas tout, c'est que on est vraiment, et on se focalise, et ça c'est réellement une démarche, je dirais, innovante, c'est que l'objectif que l'on se fixe, c'est de pouvoir effectivement co-construire cette démarche avec donc les DRH ou les responsables qualité de vie au travail, et l'objectif étant de pouvoir proposer effectivement différentes solutions avec déjà des dispositifs existants au sein de votre organisation, sur lequel on pourra effectivement vous proposer, si vous le souhaitez, un soutien psychologique, et notamment donc avec le déploiement d'une ligne d'écoute psychologique 24/7, mais aussi de pouvoir déployer au sein de l'organisation, soit à travers de conférences ou d'ateliers, donc des formations de sensibilisation, mais bien évidemment aussi du conseil adapté pour, je dirais, optimiser les plans d'action à travers l'organisation. Merci Benoît. Juste une petite phrase de conclusion peut-être, parce qu'il est bientôt… Juste, et je conclus, et c'était ma dernière slide, c'est que pour vous, DRH ou responsable QVT, c'est que vous avez la possibilité donc, de pouvoir suivre en temps réel, effectivement, la situation ou l'état de santé mentale à travers votre organisation, pouvoir effectivement suivre le nombre de collaborateurs sensibilisés et de faire le point donc, à tout moment sur l'évolution du bien-être de vos collaborateurs. Voilà pour ma part. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute attentive, et donc j'attends avec impatience vos questions. Merci beaucoup Benoît. Donc le sujet est passionnant, hein, donc du coup on va rentrer, on va se prendre juste quelques minutes pour balayer un petit peu les quelques questions qui sont nombreuses. De toute façon, chacun recevra encore une fois le mail avec les questions et les réponses en toute transparence. J'ai ressorti quelques points clés. Alors je vais vous demander d'être bref sur vos réponses. Alors peut-être une première question qui est à Grégory.
où est-ce que l'on peut trouver l'outil PSC12 que tu as évoqué? Alors, l'outil PSC12, alors ce n'est pas une création hein, de nous, évidemment. C'est un outil scientifiquement existant depuis quelques années. Il est recommandé de l'utiliser accompagné par un expert pour pouvoir bien le déployer et l'utiliser. Je pense qu'on peut le trouver après en accès libre, mais je ne l'aurai pas en échantillon, la présentation sous la main, en tout cas. D'accord. Merci Grégory. De toute façon, le mieux, hein, c'est aussi de… On va vous répondre à chacune de vos questions et faudra pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse vous en parler davantage, bien évidemment. C'est des outils un peu complexes, mais il faut un accompagnement pour pouvoir l'utiliser. Et Grégory en parle très bien, donc n'hésitez pas. Envoyer un article de blog, peut-être, oui, c'est une très bonne idée. Sofaxis sur le climat de sécurité psychosociale. Je détaille un petit peu justement ce qu'il en est. Donc, oui. Voilà, on peut vous renvoyer au blog Sofaxis, hein, je crois. Exactement, très bien. Et une autre question qui revient également, comment, alors je ne sais pas, l'un des trois qui veut s'emparer de la question, comment faire la part des choses entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle sur des sujets de santé mentale, puisque bien évidemment, tout est un peu pour eux. Alors je ne sais pas qui voudrait répondre à ce type de question. Ce que je peux vous dire, nous, dans l'absolu, ce qu'on fait en pratique, il y a deux questions. C'est améliorer la santé. Et là, peu importe, je dirais, l'origine, il faut aller toucher les deux tableaux, sphère personnelle, sphère professionnelle, parce qu'il y a des paramètres, ressources et contraintes dans les deux tableaux, donc il faudra envisager la totale. Par contre, il y a l'imputabilité, souvent qu'on pose la question dans la fonction publique, et donc l'origine de l'atteinte de la santé. Si vous avez l'impression que les deux sont concernés, en tant qu'employeur, en tant que manager, en tant que collègue, on se réserve la question du travail et la question de la sphère personnelle est plutôt dans l'intimité de la personne. Donc, la santé mentale générale, elle, est influencée par les deux pôles. Les actions qu'on peut mener, ça va dépendre de notre positionnement, hein, où est-ce qu'on est, si on est sur la sphère perso ou professionnelle. Je vous dirais qu'il faut essayer de viser l'ensemble de la problématique et de transmettre à la personne concernée, si elle dit aussi vivre des situations personnelles difficiles, les prises en charge adaptées extérieures. Mais par contre, c'est pas parce qu'il se passe quelque chose dans la sphère personnelle qu'il faut complètement évacuer le sujet de la sphère professionnelle. Merci. Alors peut-être en complément du point de Clément, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure notamment du questionnaire de 64 questions, donc le Holly Test. Donc on a cette capacité effectivement, alors encore une fois, basée sur le ressenti du salarié, d'évaluer, je dirais, la balance entre la sphère pro et la sphère privée. Donc on a cette capacité effectivement à accompagner le salarié. Et on est vraiment dans l'évaluation, je dirais, d'auto-apprentissage qui permet en fait, effectivement d'évaluer cette différenciation entre la sphère privée et publique et pro. Pardon. Merci beaucoup à tous. Merci pour toutes vos questions encore. Hein. Donc, il est 14h18, donc on a un tout petit peu dépassé, mais on va respecter notre engagement qui était de 14h15. Merci encore à tous et tous pour votre écoute et pour votre confiance, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à participer à ces webinaires thématiques. Merci à nos experts, Clément, Grégory et Benoît, pour la qualité de votre présentation. Merci à Michael, que vous n'avez pas vu, mais qui a travaillé a priori sur des problèmes de connexion, parce que comme on est très nombreux, certains rencontrent des problèmes. Donc, merci Michael. Bon après-midi à toutes et à tous. À très bientôt sur notre prochain webinaire qui aura lieu le 20 septembre prochain et qui, cette fois, nous parlera de l'attractivité des collectivités territoriales. Merci à tous et bon après-midi et bonne période d'été. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.